Je vais couper l'intégralité des micros. Est-ce que ça vous va comme ça? C'est mieux, C'est merci. beaucoup mieux, c'est Très beaucoup mieux, bien, ça Damien. marche. Bon voilà, bah, bienvenue dans le monde informatique, nous débutons. Hein. Donc plus sérieusement, merci à toutes et à tous d'être là. Oui, oui, c'est de ma faute. Clairement, je me suis trompé. Donc voilà, donc ce matin, merci d'être là donc, on va parler bien, de la 6e édition de notre livre qui sort et qui est sorti là il y a quelques jours maintenant, que vous pouvez acheter un petit peu partout, n'hésitez pas. Mais c'est surtout l'intérêt de ce matin, c'est de parler de quoi? Bien, de sécurité informatique, mais dans l'axe ethical hacking. Et pour ce faire, bien, nous allons prendre 3 parties assez distinctes hein, que nous allons voir là dans quelques instants, qui vont vous permettre de voir bien, la partie qu'est-ce que l'ethical hacking, qui sont les gens qui sont derrière. On va parler aussi technique avec Rémi. Rémi va nous parler de 2-3 petits éléments que vous retrouverez dans le livre. Et c'est pour ça, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça me permettra, moi, de les répercuter et de les poser ensuite à la fin de notre rendez-vous. Et moi, je terminerai par les actualités du moment, les derniers moments un peu chauds que vous ne voyez pas obligatoirement. Vous avez peut-être entendu parler. Et c'est l'intérêt pour vous et pour nous tous, d'ailleurs, hein, c'est qu'on apprend chaque minute, chaque heure sur cette cybersécurité qui fait nos vies aujourd'hui, mais qui fait malheureusement aussi la vie de ces pirates. Et le livre et l'équipe et cette grande famille, hein, très clairement, qui a écrit dedans, est là pourquoi? Pour vous faire comprendre que mieux on connaîtra les attaquants, mieux on connaîtra leur technique et mieux on s'en défendra. Donc, ce matin, on va donc parler donc de cet ethical hacking. Je me présente rapidement, Damien Bancal, je suis blogueur depuis plus de 30 ans, zatas.com, je suis journaliste dédié, gendarme dans la cyberdéfense, cybersécurité et passionné de la chose depuis des siècles et des siècles. Mais les gens les plus intéressants dans ce rendez-vous, le beau gosse que vous voyez à l'écran, Robert Croquefer, il se présentera un petit peu mieux là dans quelques instants, surtout dans, bien dans sa présentation, dans voilà ce qu'il est, lui, l'homme, mais l'informaticien. Et puis ça fait quelques siècles, ça se voit pas hein, sur lui, hein, on voit qu'il est encore très très jeune, mais ça fait quand même quelques siècles qu'il est dans le sujet. Et bien sûr, Rémi Dubourgnou, qui se présentera lui aussi dans quelques instants, et qui viendra aussi parler de cette partie ethical hacking, parce que lui, on l'a connu tout petit comme ça, et aujourd'hui, il nous dépasse de au moins 100 têtes dans l'aspect professionnel, l'aspect éthique et l'aspect entreprise. Et donc ça, je pense que ça sera très intéressant de revenir sur le sujet. Alors, justement, les sujets, c'est apprendre l'attaque pour mieux s'en défendre. Ça, c'est le fond hein, du livre, sans problème. Les différents types d'attaques, des exemples, le forensique et les malwares, parce que ça, ce sont des éléments importants, indissociables, indispensables aujourd'hui dans la cyberdéfense, la cybersécurité. Et on parlera bien sûr du livre. Hein. On est quand même aussi un petit peu tous là pour vous inciter à vous dire que votre Bible de chevet, bien, ça pourrait être potentiellement, très rapidement, bien, notre livre. Alors, apprendre l'attaque pour mieux s'en défendre. Robert, on va commencer par toi. C'est quoi d'abord? Explique-nous un petit peu pourquoi il est important d'apprendre cette attaque pour s'en défendre. Ne pas hésiter à mettre ton micro. Robert, tu peux mettre ton micro s'il te plaît? Robert, il faut vous réactiver votre micro, s'il vous plaît. On vous entend pas du tout. On aurait pu le laisser 2 minutes de plus quand même. Oui, mais on pense aux participants quand même. Et là, il marche? Oui, c'est bon. Ça fonctionne, non? Oui, oui, c'est bon. Ah, d'accord. Bon, Merci. donc, je recommence. Excusez-moi pour ce petit incident, encore une fois. Donc, je disais que, pourquoi je forme aux techniques d'attaque, c'est très simple. C'est très simple. Si vous ne comprenez pas ce que les gens font chez vous, vous aurez bien du mal à mettre en place des contre-mesures. Donc, il faut bien entendu les décortiquer, ces techniques d'attaque, voir un peu comment ça se passe, comment derrière vous-même vous formez à ces techniques pour pouvoir aller, mettre en place les contre-mesures aux endroits les plus judicieux possibles. On ne peut plus se contenter maintenant de mettre en place des murs, soit des murs informatiques, pare-feu, tout ce que vous voulez, sans, aller plus loin. Il y a belle lurette que les pirates ont appris à passer à travers tous ces systèmes que vous mettez en place. Il faut donc maintenant comprendre et même
en plus de comprendre ces techniques, il faut les mettre en place, les essayer pour stresser votre système et voir un peu où vous pouvez intervenir pour le rendre un peu plus sûr, quoi, en fait. Alors justement, c'est très intéressant, vous parlez de Voilà. le système, on ne faut pas oublier, c'est l'homme, d'accord? Justement, je viens vers toi, Rémi. Rémi, stresser ce système, ça veut dire tester différents types d'attaques, on est d'accord? Comment on peut agir de la sorte? Ouais, j'ai un bout de ta question, mais j'ai pas tout, Damien. Donc je suppose que la question c'est comment La on question, fait. ouais, je vais revenir. Désolé pour ce problème de son, hein. Peut-être parce que vous êtes beaucoup, tant mieux. Non, la question était là. C'est qu'on parle de stresser le système. On parle Ouais. donc de stresser le système qui va de l'homme à l'informatique. Et justement, pour stresser ce système, il y a différents types d'attaques. Est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif justement de ces types d'attaques? Ouais, rapidement. Donc moi je travaille dans une équipe de réponse sur incident, donc on envoie un petit paquet. Au niveau des types d'attaques, il y a en premier les dénis de service. On en parle en premier. Pourquoi? Parce que généralement c'est une attaque qu'on retrouve très souvent et qui est pas très compliquée techniquement. Le problème, c'est que souvent elle est utilisée par des acteurs qui n'ont pas la pleine conscience de ce qu'ils font, et c'est pour ça qu'il y a aussi un accompagnement éthique dans le livre, parce que paralyser un système d'information, ça a des impacts sur les entreprises. Pour une PME, ça peut aller jusqu'à faire virer des gens ou couler une boîte, donc ça peut aller très très loin. Souvent, les impacts sont pas clairs de tous les acteurs. Je pense entre autres au script kiddie. Donc les script kiddie, c'est des débutants qui récupèrent des softwares qui existent déjà et qui exécutent des attaques sur commandite, généralement de groupes, euh, et qui peuvent se retrouver à faire beaucoup de mal alors qu'ils ne se rendent pas forcément compte ou ils sont pas forcément mal intentionnés. Ah, ce qui est intéressant justement, quand tu parles de kiddie, de script kiddie, moi j'appelle ça des débutants, hein, parce que je pense que dans ce milieu, on est tous un débutant à un moment ou à un autre, surtout face à des attaques zero day, hein, des attaques qu'on ne connaît pas du tout, et donc face à ça, on débute, hein, on est tous des nouveau-nés. Apprendre, Robert, apprendre cette cyberattaque, sachant que toi tu viens du corps enseignant, que en plus Rémi a été l'un de tes élèves, pourquoi il est important de l'apprendre et surtout comment ça s'apprend? Bah, il est important d'apprendre, comment je veux dire, pour les raisons que Rémi a évoquées, puis et celles que je vous ai dit tout à l'heure, mais en plus, comment je veux dire, il faut le faire de façon, comment je vais dire, la sécurité informatique, c'est très compliqué à appréhender. On ne sait jamais par quel bout le prendre. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de formations qui sont mises en place. Hein, c'est pour ça que nous, on a mis également une formation, une licence CDSI en place à l'époque, dont Rémi a bénéficié, parce que nous-mêmes, quand nous nous sommes mis à la sécurité informatique, nous avons été confrontés à ce problème. C'est par quel bout je l'attrape, cette formation, comment je vais m'y mettre. J'ai des informations qui arrivent de partout. Il n'y a pas de standard. Donc, nous, on a essayé de mettre en place, on va dire, des standards pour les apprenants, c'est-à-dire une ligne de conduite, hein, en commençant par le social engineering, la prise d'empreinte, et en allant de plus en plus vers la technique, on va dire, matérielle et numérique. D'ailleurs, le livre, il est écrit un peu en fonction de cette formation. Il est écrit à l'image de la formation pour, comment je veux dire, appréhender au mieux. On peut malgré tout, pour ceux qui ont déjà une certaine culture, comment on va dire, de la cyber, aller directement au chapitre qui vous intéresse. C'est un peu l'avantage de ce livre, hein. On peut piocher dedans sur ce qui nous intéresse. Et pour les néophytes, pour les débutants, on peut prendre le chapitre, les chapitres dans l'ordre. Et logiquement, on a à la fin de ce livre une bonne image du paysage cyber et de ce qu'il est réellement. Voilà.
Alors justement, merci Robert. On voit à l'écran là que on a dans ces populations, on les appelle les black hats, les grey hats, les hackers éthiques, etc. Mais on a aussi des populations assez particulières. Là, on voit à l'écran un type d'attaque de destruction. Mais on sait qu'il y a différentes possibilités aussi sur ces malveillants. Tu peux nous parler un petit peu justement de cette évolution de ces pirates informatiques qui, si on prend il y a 15-20 ans et on voyait une population qui était soit d'espions, soit allez, de petits pirates qui avaient des buts de se montrer, un peu comme l'ours qui se frotte contre un arbre, ou le chien qui fait le chien numérique, qui fait un pipi numérique pour laisser une trace. Sauf qu'aujourd'hui, clairement, je pense qu'on peut dire que ces pirates ont avant tout et sont avides d'argent. Oui, oui, effectivement, tout ça a évolué. Effectivement, comme tu le dis au départ, on avait tout ce qui était également les scripts qui disent comment je veux dire, par défi, les gamins qui essayaient de hacker certaines choses et tout ça. Et très très vite, en fait, le tout connecté, notre monde tout connecté, a amené naturellement la cybercriminalité, comment je veux dire, à profiter un peu de toutes ces opportunités pour essayer de faire de l'argent. Donc, on est arrivé maintenant dans énormément de types d'attaques hyper sophistiquées. En gros, on peut dire que le leitmotiv, il est, on va dire, principalement maintenant financier, même si on a encore des motifs activistes, mais généralement, quand on peut allier les deux, comment on va dire, la politique et l'argent, ils ne se gênent pas non plus. Donc effectivement, on arrive maintenant sur des groupes même très sophistiqués, hein. On en reparlera, je pense, après au niveau des attaques de type APT, qui sont des attaques de type persistante. On arrive sur des groupes très organisés qui utilisent énormément de 0D. L'argent, c'est la principale motivation, que ce soit pour vous piquer vos données bancaires, que ce soit, comment je veux dire, pour revendre, vous piquer vos données, les revendre, enfin tout ce qu'il est possible et inimaginable de faire en cyber. C'est clair que maintenant l'argent est le principal motif, hein, et en fonction des sommes en jeu, vous avez également, comment je veux dire, de gros groupes qui se mettent en place, hein. C'est pas à toi que je veux dire ça, Damien, hein, tu en parles assez sur Zataz. Donc effectivement, l'argent très, très important et des attaques de plus en plus sophistiquées et qui attaquent maintenant même, hein, si on peut faire une petite parenthèse, tout ce qui est ce qu'on appelle les systèmes industriels, les systèmes SCADA, hein, qu'on parle par abus de langage, on parle de SCADA, mais donc tous ces systèmes industriels qui sont maintenant connectés et qui, au même titre que les autres systèmes numériques, deviennent faillibles. Voilà. Ok, effectivement. Et c'est ça qui est intéressant, parce que tu parlais d'industriel. Et là, on va venir vers toi, Rémi, parce que ton itinéraire est très intéressant. Tu es passé, toi, par des études d'ethical hacking. Aujourd'hui, tu en es devenu un professionnel. Donc, j'aurais deux questions pour toi. D'abord, nous parler un petit peu de ton itinéraire, de ce que tu fais aujourd'hui en tant que professionnel de la cyber. Et puis après, potentiellement, nous dire comment tu travailles quand, justement, face à toi, eh bien, tu es face à un APT, par exemple, que tu es face à une cyberattaque. Comment, eh bien, le professionnel que tu es gère et comment, grâce au livre, des gens qui se lancent dans le sujet peuvent aussi trouver des premières pistes, les premières pistes qui vont dire ah ben voilà mes briques de cybersécurité qui arrivent. Voilà, donne-nous un petit peu cette piste. Donc la première question, parle-nous un petit peu de ton histoire, et la deuxième, eh bien raconte-nous les histoires que tu croises quasiment tous les jours aujourd'hui. Très bien. Donc moi, j'ai commencé à développer quand j'avais 12 ans, majoritairement du HTML, des choses plutôt simples. Mais c'est une passion qui m'a tenu. Et après, vu que j'étais plutôt un mauvais élève, parce que je travaille surtout sur les choses qui m'intéressent, on m'a envoyé en STI, en électronique, où j'ai appris le développement en assembleur et le pilotage plutôt de robots, de choses comme ça, plutôt donc le hardware. Et quand j'ai voulu partir en DUT, c'était absolument impossible parce que j'avais pas les notes et pas le bon cursus. Donc, je vous passe les détails, mais pendant 4 ans, j'ai galéré à intégrer un DUT informatique, où j'ai finalement eu des expériences dans des PME avant de pouvoir intégrer le DUT.
Et à la fin de mon DUT, j'avais un projet personnel où il fallait mettre mes développements PHP, etc. sur des serveurs. Donc on faisait une forge. Sauf que dès que j'ai naté le serveur sur Internet, je me suis rendu compte que c'était un poil dangereux et un poil pas stable du tout. Donc j'ai commencé moi à regarder plutôt côté administration système, comment je pouvais faire pour que ma machine elle continue à fonctionner, et côté développement pour faire du dev propre. Donc on s'est mis à regarder l'utilisation des fonctions, vérifier qu'on n'avait rien de vulnérable, fermer les interfaces de connexion, mettre un fail to ban en place, etc. Et donc de fil en aiguille, j'ai acheté le livre dont je suis auteur maintenant, avec beaucoup de plaisir. J'ai acheté ce livre et à la fin du livre, c'était marqué si vous avez un profil bizarroïde, venez en CDI parce que nous, on sera très content de vous avoir et vous allez pouvoir vous amuser. Donc là, je suis passé de dernier de promo à premier de promo ex aequo, sans surprise. Puisque effectivement, une fois qu'on travaille dans quelque chose qui nous plaît, c'est beaucoup moins difficile de fournir un effort et d'aller plus loin. Et je suis rentré donc en alternance pour cette formation chez Michelin, où j'ai intégré des réponses d'abord d'administration système et après le CERT, donc Computer Emergency Response Team, où effectivement on travaille pour arrêter les attaques, revenir en mode nominal, etc. Donc c'est là que je pense qu'on passe sur la deuxième question, à savoir comment on bosse contre une APT. Ce qui est super important, c'est de comprendre que pour faire un bon boulot à la fois de développeur et d'administrateur système, ce qui est important, c'est de gérer de la volumétrie, de gérer des logs, etc. Puisque sans information, vous pourrez pas du tout savoir ce qui se passe sur vos machines. Et pour savoir ce qui se passe sur une machine, il faut un inventaire, il faut une matrice de flux, et si on travaille pas propre, ils sont jamais disponibles. Donc nous, la première question qu'on se pose quand on intervient sur un système, c'est quels sont les flux légitimes, qui est censé se connecter où, et on va retracer un historique de toute la machine qui peut remonter jusqu'à plusieurs mois. Dans le cadre d'une APT, les attaques elles peuvent remonter jusqu'à 2 ans. Donc ça veut dire qu'il faut être en capacité de remonter ces informations-là sur très longtemps. On a un focus particulier sur surtout les flux entrants et sortants d'une entreprise. Je pense aux flux d'administration qui sont importants à contrôler à la fois en interne et en périphérie. Souvent, on voit des entreprises qui ont des réseaux purement périmétriques. Donc ça, c'est des défenses qui marchent pas du tout. Nous, on constate, on intervient pour nous, mais aussi pour d'autres entreprises en externe, et on constate que généralement, quand il y a un impact, c'est cette sécurité périmétrique-là qui est mise en échec totalement. Et là, on en vient à couper Internet et on peut avoir des impacts entre 1 mois et 1 an et demi. Ça peut aller de la rupture complète du service à une rupture partielle. Ça peut avoir des impacts assez importants. Justement, Robert, c'est ça qui est très intéressant de ce pic, Rémi, c'est que on a l'impression, et ça je vous montrerai quelques exemples là dans quelques instants, on a l'impression qu'il y a encore beaucoup d'entreprises, grandes ou petites, qui n'ont pas la conscience, des cyberattaques et des répercussions que peuvent avoir ces cyberattaques. Dans votre vie de tous les jours de professionnel, quels sont les impacts les plus folles et surtout les plus dramatiques que vous ayez pu croiser? Parce que je pense qu'il est important que les gens qui nous écoutent, qui s'intéressent au sujet, qui veulent s'intéresser au sujet, qui veulent faire peut-être remonter ça à leurs différentes hiérarchies, qui comprennent qu'en face, quand il y a un problème, c'est très compliqué de s'en relever. Alors, le cas emblématique, moi je dirais, c'est la non-protection des serveurs. Souvent, les gens se disent la source principale de menaces dans mon entreprise, c'est les workstations. Et donc, je m'occupe pas du monitoring des serveurs. Ça veut dire que je ne collecte pas les logs. Ça veut aussi dire que j'installe pas d'antivirus. Et là, ce qu'on a vu, c'est une gateway qui est exposée sur Internet, un pirate qui se connecte dessus, et 5 heures plus tard, domaine administrateur complet d'une machine.
Ça veut dire domaine administrateur, ça veut dire la possibilité de gérer toutes les clés de registre, de gérer toutes les policies de l'entreprise, de créer des utilisateurs qui sont valides n'importe où et de mettre vraiment à genoux l'entreprise avec une menace de rançon qui peut être imminente. Donc là, généralement, c'est une isolation complète de l'entreprise. Donc ça veut dire une perte de chiffre d'affaires, ça veut dire un chômage technique, ça veut dire pas mal de choses. Et généralement, quand on est dans une situation comme ça où il faut reconstruire l'AD, on est sur des entreprises qui sont pas du tout préparées, qui n'ont pas de plan de continuité. Donc on ne peut pas, par exemple, quand le firewall est périmétrique, on est obligé de faire on-off sur le firewall et on peut pas laisser certains flux puisqu'on n'a pas la vue des flux en interne. On ne peut pas isoler seulement les serveurs qui sont à l'origine du problème. On a aussi souvent les Active Directory qui portent les serveurs DNS. Donc ça veut dire que quand on isole l'Active Directory, on pète le SI complètement. Donc généralement, les impacts, quand on est dans ce genre de cas, c'est 2 à 3 mois d'interruption totale de service, avec une remise en service qui dépend vraiment de la capacité d'inventaire et de la propreté initiale du SI. Mais généralement, faut pas trop compter dessus. On arrive à rétablir les business critiques le premier mois, mais le reste, ça reste en panne très longtemps. Ah, merci. Alors Robert, justement, avant de revenir plus proche de toi encore pour que tu nous parles des auteurs, toi tu es aussi, et avant toi un enseignant, tu es l'un des géniteurs du livre. Les élèves que tu reçois, que tu as reçus, ils rentraient quasiment avec très peu d'informations, et quand on voit l'itinéraire de Rémi, et d'ailleurs j'ai pas mal de gens qui disent exceptionnel itinéraire de Rémi, c'est là où on se rend compte que regarder comment agissent les malveillants et surtout faire appel à des passionnés, c'est pour les entreprises quelque chose de primordial, d'indispensable. Et ça, le livre l'explique aussi. Hein. Oui, effectivement, comment je dirais, nos étudiants, on en avait d'ailleurs énormément comment je dirais, en entreprise, hein, vu on travaillait sur de la formation en alternance. Et effectivement, les étudiants d'entreprise remontaient énormément de choses. Hein. Alors, je ne sais plus si c'est exactement ça ta question, hein, mais j'étais parti un peu sur le fait que sur ce que les étudiants voyaient en entreprise, je réfléchissais encore à ce que tu avais dit avant. Et en gros, tu veux savoir quoi là? Tu veux savoir sur le… Ce qui est important, c'est que les entreprises aujourd'hui, surtout là, il existe des étudiants, il existe des passionnés, et il y a le bouquin. Et donc, du coup, tout ce qui peut être expliqué dans le bouquin va permettre à ces chefs d'entreprise ou à ces responsables informatiques de se dire que la cyber, c'est aussi faire appel à des gens qui ont mis les mains dans le cambouis de manière un peu différente, comme celle de Rémi, par exemple. Oui, tout à fait. Alors là, ça va, ça va. Ouais, effectivement. Alors ça, on s'en est aperçu effectivement très très vite avec, comme je viens de le dire, tout ce qui était la formation en alternance. Hein. Au départ, on avait un peu de mal. Hein. Faut quand même dire qu'on a démarré cette formation en 2008. La cyber, c'était pour ainsi dire pas connu ou très peu hein, chez les anglo-saxons, mais pas chez nous. Comment je veux dire, d'ailleurs, on a eu quelques enseignants chez nous qui nous ont dit qu'à l'époque, la cyber, c'était un effet de mode, sacrée prédiction. Et très vite, nous, quand on a mis au moins une fois un étudiant en entreprise, on s'est aperçu que ils nous redemandaient les années suivantes des étudiants. Certains même les embauchaient directement hein, parce que ils se rendaient compte que parce que les étudiants découvraient chez eux ce qui permettait de sécuriser. Ils avaient effectivement le livre sous le bras, hein, parce que bon, nous, comment je dirais, la formation est sortie en 2008 et le premier livre en 2009, donc ça a été très très vite. Donc on a eu des retours très positifs très vite et effectivement de la demande assez forte de la part des entreprises. D'autant plus que nos étudiants, on leur demandait également de faire de la sensibilisation en entreprise auprès des personnels. Et visiblement, ça, c'était très bien reçu. Hein. Rémi me confirmera, hein, parce que lui aussi a fait de l'alternance, notamment chez Michelin, si je ne me trompe pas. Hein. Donc, il confirmera un petit peu que la sensibilisation, c'est quelque chose qui a été fortement demandé à nos étudiants. Oui, effectivement, on s'est rendu compte que le sujet de la sécurité était assez, comment dire,
traité de façon superficielle et qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas vraiment idée de ce qu'il y avait derrière. Et c'est un problème qu'on retrouve encore aujourd'hui. Moi, je vois, il y a pas mal d'universités qui ont monté des formations en cybersécurité qui, aujourd'hui, se posent très sérieusement la question de les arrêter, alors que de l'autre côté, toutes les entreprises sont en train de recruter de plus en plus de gens en cybersécurité, que ce soit des grosses entreprises comme la nôtre, mais que ce soit aussi des entreprises beaucoup plus modestes. Donc, cet enjeu-là de continuer à fournir des services sécurisés, que ce soit dans le développement, dans l'administration système, mais aussi des spécialistes en intrusion, des spécialistes en méthodologie d'analyse de risque, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien compris de tout le monde. Et les besoins des entreprises, apparemment, ne remontent pas suffisamment sur le côté universitaire. Parce que la CDSI, c'est 40 personnes. Donc 40 par an pour arroser toute la France, c'est pas énorme. Mais 40 de talent. Merci messieurs. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vous ai sorti quelques exemples, des exemples qu'on n'a pas vus obligatoirement partout, pour dire de gratouiller un petit peu ce que vous pouvez trouver dans le livre. Alors vous avez donc de la technique, vous avez aussi, et ça c'est très intéressant parce que j'ai eu pas plus tard que ce matin un collègue journaliste qui me disait, mais ce qui est super, c'est qu'il y a du vocabulaire et on se rend compte qu'on peut débuter par ça. La cybersécurité, comme moi je le dis depuis des décennies maintenant, on n'est pas tout jeune, hein, mais en tout cas, c'est que s'informer, c'est déjà se sécuriser. Hein, donc déjà connaître le vocabulaire. Et je vais vous donner un exemple très concret ce matin où un patron d'une entreprise, il a 2 gamins, 2 jeunes qui jouent à des jeux vidéo et l'un des enfants, dans la discussion, on entend parler de dire « c'est bon, j'ai trouvé le crack pour le jeu ». Le papa, crack, il a pensé drogue, mais ça l'a pas fait tilter plus que ça. Moi, je vous cache pas que j'ai commencé à saigner du nez, de l'œil et de l'oreille parce que qui dit crack dit donc utiliser un logiciel à des fins illicites. Pourquoi? Parce qu'il devient une contrefaçon, mais ça, c'est voilà. Mais c'est surtout que le crack, il a été nous chercher ça sur un petit site fort sympathique basé quelque part dans l'Est. Et ce crack, bien sûr, dedans, caché obligatoirement, eh bien, un logiciel malveillant, un cheval de Troie qui, petite blague à part, les enfants avaient installé le jeu vidéo sur l'ordinateur portable de papa, même si c'était le patron, l'ordinateur de papa qui se sert pour travailler et pour calmer les gamins avec qui il avait l'usufruit de vacances là en ce moment, avait laissé la machine qui était très puissante pour jouer à Fortnite pour pas le citer. Oui, sauf que si tu mets un crack pour avoir des vies que tu fais pas gaffe, eh bien la machine est clairement infiltrée par un logiciel malveillant qui peut être un cheval de Troie, qui peut être juste un porteur, hein, un loader de ransomware et après il n'aura plus que les yeux pour pleurer. Et c'est les exemples que je vous ai trouvés. Oh, très rapide, hein, je ne vais pas vous refaire l'histoire, je vous inviterai à lire le livre, je vous inviterai à lire Zataz, je vous inviterai aussi à lire les autres magazines, journaux dédiés à la cybersécurité, parce que comme je ne cesse de le dire, s'informer, c'est sécuriser. Alors, on ne va pas se voiler la face. Hein. De notre côté, c'est 280% de cyberattaques supplémentaires en 2021 dédiées au ransomware. Et dites-vous que les histoires de ransomware, de rançongiciel, moi, j'en parle depuis 20 ans. Hein, ça a drôlement évolué depuis 2 ans, avec ce que moi j'appelle le marketing de la malveillance. Autant vous dire que si vous prenez une claque d'un ransomware, vous n'avez plus que les yeux pour pleurer, hein, parce qu'en face, on a clairement affaire à des marketeurs, des voyous, des voleurs, hein, très clairement. Moi, je les appelle les terroristes 2.0 parce qu'ils nuisent gravement aux entreprises, mais aussi aux personnes, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'employé, il a une vie personnelle et aujourd'hui, avec le numérique, ce petit monde-là est fusionné. Regardez l'exemple avec le papa. Aujourd'hui, si vous vous faites avoir par un ransomware, c'est l'intégralité des données qui sont volées. Je prends mon exemple pour le Canada. Pour faire mon visa, j'ai dû avoir un comptable, j'ai dû avoir un avocat à qui j'ai dû fournir l'intégralité de ma vie. C'est limite si j'ai pas dû me mettre nu. En tout cas, la nu administrative et numérique, c'est évident, ils les ont dans leurs mains. Mais imaginez qu'ils se fassent attaquer par un ransomware. Ah, on va lire dans la presse, un comptable de Montréal s'est fait attaquer. Oh là là, ça pique, c'est grave, mais c'est bon, il s'est sécurisé. Oui, sauf que toutes les données qui lui ont été volées, il y a peut-être ses clients. Donc moi, et quand vous regardez les informations qu'on peut fournir à une DRH, à un service compta, moi je prends l'exemple des DRH qui peuvent avoir l'intégralité de vos vies, voire de votre épouse ou de votre mari ou de vos enfants. Donc voilà. Donc là, c'est l'une des premiers cas que je souhaitais citer. L'ANSSI, hein, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, la mère de tous en France, hein, pour la cyber, ne cesse d'en parler. J'ai vu tout à l'heure une question sur les cybergendarmes, on y reviendra tout à l'heure, mais ils ne cessent de travailler sur le sujet qui rend fou.
qui rend fou entre les entreprises qui ne disent rien, entre les entreprises qui disent à demi-mot et les pirates qui font un business monstrueux avec des sociétés de cyber qui ne sont pas obligatoirement très clean et qui veulent bien trouver le moyen de faire baisser de 40% les factures des rançons et qu'on n'en parle plus, sauf que les pirates ont tout piqué et ils reviendront. Il est là le gros problème. Alors, on a les ransomware, on a bien sûr les leaks, les data leaks, et ça, c'est le cœur de métier de Zaptaz depuis des décennies. Mais les fuites de données, j'en ai jamais vu autant de ma vie. En 2021, c'est plus de 195 000 bases de données que j'ai retrouvées dans des sites, bases de données vendues ou juste prêtées comme un échantillon. C'était la Saint-Valentin hier. Messieurs ou madame, vous êtes allés acheter du parfum, on vous a donné des échantillons chez votre parfumeur. Les pirates font exactement pareil. Je prends 2 petits cas sur des dizaines que j'ai eu en 2021. La fuite de données de santé de 500 000 Français, c'est un échantillon que j'ai découvert en février, il y a un an, pile poil, que j'ai découvert chez qui? Chez un pirate brésilien qui vendait ça juste en échantillon. Au mois d'août de l'année dernière, j'ai révélé ce million de cartes bancaires diffusées gratuitement par un pirate qui louait, qui vantait sa cyberboutique. Entre vous et moi, avec mon service veille de Zaptaz, on en surveille plus de 70 000. Et ça pousse comme du chien dent. Ah, ça disparaît aussi en claquant du doigt, hein. Là, par exemple, si vous avez lu dernièrement, on n'a jamais vu autant d'arrestations de pirates russes par les autorités russes. Ouais, enfin, vous coupez, c'est l'hydre, hein, vous coupez une tête, il y en a 10 qui poussent derrière. Donc, les data leaks, c'est phénoménal. Je vous ai pris l'exemple de LinkedIn. Depuis 2015, on voit des fuites diverses et variées. La dernière grosse fuite date de 2021. Ouais, alors LinkedIn, les gens se disent, ouais, c'est pas bien grave, c'est pas terrible. Oui, sauf qu'il y a des mails de professionnels dedans. J'ai pu retrouver, moi, un nombre de mails professionnels. Et si je suis un professionnel moi-même de la malveillance et je veux envoyer un petit ransomware ou le prémisse à une cyberattaque, eh ben, j'ai déjà les noms, les prénoms, l'adresse mail, la profession, les collègues. On appelle ça du social engineering. L'OSINT, vous trouverez ça dans le livre, par exemple. C'est indispensable. Cette veille humaine est indispensable. Alors après, il y en a plein. Alors, pardon de ce clin d'œil pas obligatoirement agréable. On connaît les tensions politiques et guerrières entre la Russie et l'Ukraine. Mais dites-vous qu'on n'a pas attendu que les armées de X tapent sur les armées de Y et vice-versa. Ce que je vous montre là, c'est juste un petit pirate qui fait quoi? Une revue de presse. Il a fait une revue de presse des actualités mondiales. Et il s'est dit, tiens, il y aura peut-être des acheteurs qui seront intéressés par la société X qui s'intéresse au nucléaire. Et qu'est-ce qu'il vend? Eh bien, il vend, comme je vous l'ai mis là à l'écran, eh bien, 220 employés avec leur accès à quoi? Oh, rien du tout, hein. C'est juste une société privée dédiée à l'énergie et au nucléaire. Oh, une paille, me dirait-on. Mais non, voyez, vous comprenez qu'aujourd'hui, toute information dans les mains d'un pirate est super importante. La moindre information, ils vont l'acheter, ils vont la vendre. La moindre information, ils vont la réutiliser. Voyons Vodafone Portugal, qui aujourd'hui pleure après une cyberattaque, loin d'être négligeable. Tout ça pour découvrir que ce n'est pas il y a 15 jours qu'un pirate russe revendait les infos, mais ça fait 3 mois qu'un pirate vend les données d'accès à Vodafone Portugal. Pour se retrouver avec toute l'entreprise prise en otage, puis se retrouver avec des problèmes techniques, de process, mais aussi pour les clients, autant dire qu'il n'y a plus que les yeux pour pleurer. Parce qu'il y a un coût derrière, hein, social, humain, économique. Un exemple très concret, on a beaucoup parlé de la Covid, malheureusement, depuis 2 ans. Ce que je vous montre devant vos yeux, c'est un pirate qui a volé 48 millions de QR codes et de données de santé appartenant à des moscovites, à Moscou, à Kiev et dans plusieurs autres pays de Russie. Hein, c'est pour vous faire comprendre aussi qu'on les montre souvent du doigt, mais ils se prennent de sacrés volets aussi. Hein. Tout le monde se prend des volets. On n'est pas plus victime qu'un autre. On est tous de potentielles victimes. Et ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête. Et là, qu'a fait le pirate? Il a diffusé l'intégralité des informations. Pour le petit troll, j'étais en vacances. J'adore faire les hôtels. J'adore faire les ordinateurs d'hôtel. Dans l'hôtel où j'étais, j'ai découvert 200 QR codes avec les numéros de passeport, avec les noms, les prénoms, et bien des touristes. Eh ben pardon, hein, chez les jeunes, on dit what the fuck, c'est quoi le délire? C'est n'importe quoi. J'avais toutes les informations pour usurper l'identité de quelqu'un ou simplement lui écrire « Hey, bonjour, je suis l'hôtel X. Alors, votre séjour chez nous vous a plu? Vous êtes un bon client. Si je vous propose de cliquer sur ce lien qui vous permettra d'avoir 70% de réduction pour vous, votre famille, même si les gens n'achèteront pas la réduction, ils vont cliquer. Et derrière, c'est un piège. Et je finirai pour ça. Tout ce petit monde ne fait ça que pour le business. Ce n'est que pour l'argent aujourd'hui. Oh, il reste encore quelques
activistes, hein, des gens qui vont manifester pour passer un message politique. Et encore, le dernier que j'ai découvert, c'est pendant les Jeux Olympiques de Pékin, qui s'est retrouvé avec des sites du parti politique local infiltrés. Et voilà, ça a barbouillé les pages web. Sauf que les activistes, vous parlez de tennis, vous parlez de l'Ukraine, vous parlez du vaccin, vous parlez des JO, vous parlez de Taïwan. Non, par contre, derrière, des gens sont venus piquer toutes les bases de données. Et je les ai retrouvés sur des sites et c'est revendu. Rien que les mails, hein. Un mail aujourd'hui, ça peut être offert juste en échantillon et ça peut valoir plusieurs centaines d'euros une adresse mail. Si elle est bien marketée, nom, prénom, fonction, collègue, etc., c'est du scam. Hein. Vous savez, le fameux scam à l'amour, les pirates informatiques, il y a très longtemps qu'ils le font par ce fameux OSINT, ce fameux social engineering. À ça, vous rajoutez les couches techniques qui vous permettront d'infiltrer des serveurs ou tout simplement tripatouiller pour bloquer les serveurs pour lancer une attaque humaine. Et ben voilà, vous êtes dans une véritable problématique. L'une des dernières problématiques, hein, elle n'a pas plus tard qu'une semaine, où on s'est quand même retrouvé avec 6 millions de sites internet, donc des sites importants français et canadiens, avec eh bien quoi, de la publicité par un jeune Thaïlandais qui vantait quoi? Il vantait juste du trading de Bitcoin, autant dire que vous perdiez votre culotte et votre portefeuille hein, si vous participiez, ou alors pour des casinos. Oui, sauf que le problème, c'est que tout ça était affiché sur vos sites. Oh, c'était tout con ça, hein. Petite faille complètement débile, mais tout à l'heure, Rémi le disait très justement, il y a les scripts qui disent, mais chaque script qui dit peut faire beaucoup de bruit s'ils se regroupent entre eux. Donc on n'a pas besoin d'être une armée de cyber russes, nord-coréens, canadiens, américains ou français, il suffit juste une dizaine de gamins qui vous donnaient 100 € hein, pour mettre la pagaille. Voilà, donc moi c'était ma partie d'exemple. Et là maintenant je reviens vers toi Robert, sur la partie justement, ce livre, c'est 12 experts. C'est pas moi qui vais expliquer le coup de la grande famille, mais je pense que toi, qui fait partie de nos papas, de cette grande famille, explique-la nous justement cette grande famille. Oui, effectivement, comme je l'ai déjà dit, en fait, ce livre, c'est l'aboutissement d'une aventure humaine. Hein. C'est l'aboutissement c'est au départ trois copains qui se disent bon, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'en termes de sécurité, notamment au niveau réseau, j'administrais le réseau à l'époque, ça n'a pas l'air top. Hein, les étudiants, ils nous donnent le pion quand même sur certaines choses. Donc, on a mis le pied à l'étrier. On s'est formé tout seul parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. Et de fil en aiguille, on s'est pris au jeu parce que la sécurité informatique, bah, c'est une passion. Et c'est également une grande famille. Hein, on discute beaucoup, on organise plein de choses. Donc, de fait, on a monté une asso. De là, on a intégré tout le monde. Tout le monde est le bienvenu en cyber. Hein. On n'a pas ça va de l'autodidacte au plus diplômé. Mais j'ai vu tellement de gamins qu'on appelait des extraterrestres que maintenant, vous savez, en cyber, l'autodidacte, c'est souvent de mise. Hein. Donc, pour continuer, hein, pour pas faire trop long, on a intégré plein de copains, hein, des gens avec qui, des professionnels qui intervenaient dans la formation. Et de là, on a monté des challenges. Hein, Damien t'en a suivi plusieurs. On a intégré des étudiants. Hein, Rémi en est une preuve évidente. Et de là, on a commencé à prêcher la bonne parole. On a été un peu partout. On a fait toute l'Afrique du Nord. On a monté des challenges, des white up camps, on faisait des conférences, enfin bref. Et de là, donc très très vite, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2009 est venue l'idée à Franck Hebel, hein, qui est quelqu'un qui a une idée tous les 5 minutes, lui, comment je veux dire, d'écrire un livre. Et comme je vous le disais, c'est l'aboutissement d'un livre écrit par une bande de potes, quoi, des gens qui se sont rencontrés via cette passion, qui se sont réunis via cette passion. Et c'est souvent l'effet qu'elle a, cette passion de la cyber, c'est de réunir les gens les plus, comment je veux dire, hétérogènes possibles. Hein. On trouve de tout en cyber. Hein. On trouve, comme je vous l'ai dit, ça va du gendarme à l'autodidacte passionné qui n'a jamais passé de diplôme, mais qui est tellement passionné, qui trouve et qui en vient même à enseigner chez nous par moment. Voilà, c'est ce que je voulais dire au niveau du plus de cette passion, qu'elle réunit les gens et ils réapprennent à travailler ensemble. Hein. La cyber force les gens à retravailler ensemble. Hein. Contrairement à l'image de l'informaticien qu'on se fait, qui est tout seul, solitaire dans son coin. Voilà. C'est pour ça que je dis que la cyber, c'est une grande famille. Voilà. Ouais, ce que je pourrais ajouter sur le livre,
c'est que le fait d'avoir des enseignants en CDIM et des auteurs différents pour le livre, ça nous permet d'être spécialisés. Pour ceux qui découvrent la sécurité, vous verrez que la sécurité, c'est super vaste. Il y a une dizaine de domaines principaux, il y en a autant derrière. Quand on est un hacker, ça vient de tout hack, c'est découpé en morceaux. C'est une soif d'apprendre en continu qui nous mène. Et il y a un moment où il y a des choix à faire sur où est-ce qu'on spécialise, est-ce qu'on devient plutôt transverse, est-ce qu'on devient très spécialiste. Et généralement, c'est ça aussi qui explique qu'il y ait beaucoup d'auteurs différents, c'est qu'on a tous nos petites préférences. Et c'est ce qui fait un peu la force de cet ouvrage, c'est qu'on a la possibilité de discuter avec des gens dont c'est le métier, dont c'est la vie quotidienne et dont c'est la passion en dehors. Eh ben parfait, vous avez eu 2 réponses qui sont parfaites. On a le prof, et on a l'élève qui est devenu aussi prof, qui est devenu un professionnel. Donc ouais, c'est ça, on est une grande famille. J'en suis une preuve vivante. Moi, le communicant, touche à tout, passionné de cyber depuis qu'il est tout petit, à une époque où pour les plus vieux, c'était à cassette, les ordinateurs. Donc ça vous donne un peu mon âge. J'ai 2 fois 25 depuis une semaine. Donc voilà, c'est ça, c'est la grande famille. Alors là maintenant, comme on est une grande famille et qu'on a du monde, il nous reste un petit quart d'heure. Je vais aller regarder un petit peu les questions. Bon, déjà, on a eu pas mal de commentaires pour toi, Rémi, te félicitant pour ton parcours. Et je vous cache pas que Rémi a un magnifique parcours. Il y en a plein d'autres encore. C'est pour ça qu'il est intéressant que quand vous croisez, je prends par exemple le Forum international de la cybersécurité, je vais le citer, c'est à Lille au mois de juin. Vous pouvez en croiser énormément. Vous pouvez déjà croiser les éditions ENI, ça c'est sûr. Vous pourrez croiser, ça c'est sûr, Robert, Franck, Jérôme et toute l'équipe. Vous croiserez très certainement Rémi s'il arrive à venir. Vous me croiserez, mais là c'est justement pour la partie des concours d'ethical hacking. Il y en aura plein, mais plein différents de l'OSINT à la technique. Quand vous voyez des étudiants, quand vous voyez des passionnés, parlez. Parler, c'est la base. Parler, c'est de voir, de gratouiller un petit peu ce que veut cette personne. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que je reçois, moi avec Zata, j'ai un protocole d'alerte qui prévient les entreprises en cas de problème de sécurité qui peuvent m'être remontés. Là, pour votre information, on vient de dépasser les 80 000 bénévolement pour alerter, etc. Mais il y en a beaucoup qui viennent de passionnés qui ont envie de découvrir. Et le livre vous aidera à découvrir ce monde et clairement à vous y plonger. Alors, on va regarder un peu les questions. Donc, ça, Rémi, c'était pour toi. Pour Robert, bon, il y a pas mal de demandes féminines, mais ça, on parlera ça plus tôt et plus tard. Mais plus sérieusement, là, on va regarder côté technique. Tiens, j'ai une question, par exemple, pour toi, Robert, ou pour toi, Rémi. J'ai Dario qui nous demande « Que pensez-vous de la certification ISO 27001 » Je vais essayer de m'arrêter de rire avant de répondre. C'est une certification, c'est-à-dire que comme beaucoup de certifications, c'est beaucoup de QCM, beaucoup de par cœur. C'est sûrement une très bonne chose pour découvrir et pour avoir un certain nombre, un framework de travail. Ça fait pas tout. Que ça soit cette certification ou l'autre, moi je suis quelqu'un plutôt anti-certification. Si vous allez voir mon profil, vous verrez que je suis certifié à rien du tout, puisque je suis un autodidacte et que grosso modo ce qu'on apprend dans les certifications est tout à fait accessible en dehors. Et il y a beaucoup de hackers à travers le monde qui se donnent beaucoup de mal pour que les informations soient accessibles. Donc ça peut être une base, mais partez pas du principe que quelqu'un qui a une certification va être bon dans ce qu'il fait. C'est juste la preuve qu'il n'a pas échoué à l'examen. Typiquement, moi, c'est le genre d'examen où je suis plutôt très nul, et si on m'avait pris sur ce genre de critères, j'aurais jamais été pris. Merci, très bien. Alors là, j'ai une autre question. Ça sera aussi pour toi, Robert. Quelle est la mission d'un cybergendarme? Alors, d'autant plus quand il est réserviste. Moi, je me permettrai de répondre si vous avez besoin de ce genre de réponse, surtout pour devenir cybergendarme, pour la gendarmerie nationale. Vous avez d'abord vos brigades qui ont des NTech, des gendarmes de la cyber. Vous pouvez demander aussi au C3N. Le C3N, moi, je les appelle le FBI de la cyber, parce que c'est vraiment une belle structure. Franchement, on peut être très, très fier en France et en Europe d'avoir une structure qui n'a rien à envier, je pense, aux Américains. Pour preuve, les dernières arrestations de ransomware, on a des gendarmes, mais aussi le CELCTIC, l'Office central de lutte contre les crimes des nouvelles technologies, qui ont fait le déplacement pour aller choper du ransomware et
en tout cas des populations qui nous veulent pas du bien. Donc je me permettais de répondre, hein, Robert, sur cette question-là. Voilà, sur l'aspect des réservistes, etc. Par contre, pour toi, Robert, je vais revenir par rapport au livre, d'accord. Là, j'ai quelqu'un qui me demande, voilà, je suis un informaticien, est-ce que je vais pouvoir, grâce à ce livre, vraiment m'orienter dans la cyber? Oui, j'ai une réponse qui peut être assez parlante. En fait, je me souviens que nos étudiants en CDI, forcément, pas mal avaient des cursus informatiques purs, bien que pas tous. Et effectivement, le bouquin, il l'avait tout au moins dans les premiers mois en livre de chevet avec eux, hein, parce que en gros, c'est le fil rouge conducteur, hein, qui leur permettait de, comment je veux dire, de se relier à toute cette cyber qui leur arrivait dans le nez. La licence était une formation relativement lourde pour une licence professionnelle, enfin est une formation relativement lourde pour une licence professionnelle. Et effectivement, ce livre, j'ai eu souvent la remarque que ça leur servait de fil rouge, hein, de fil conducteur, et qu'ils s'y référaient régulièrement, tout au moins dans les premiers mois, parce que très très vite, on leur donne toutes les ficelles pour aller se renseigner à droite, à gauche, comment déjà chercher sur Internet, hein, comment chercher efficacement, on va dire, sur Internet. Hein, je ne vous parlerai pas de Google Hack, mais tout le monde aura compris. Mais tout au moins au départ, le livre, il sert de fil conducteur. Il a été fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'image de la formation. Donc, il sert un peu à ça, et on s'en est rendu compte, nous, journellement, dans la formation. Alors là, Rémi, j'ai une très bonne question. Toutes les questions sont bonnes, hein, mais celle d'Olivier est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'il pose la question, et je pense que tu seras à même de répondre. Il dit, voilà, ne pensez-vous pas que le développement à outrance de l'open source, et notamment de plateformes comme GitHub, ne sont pas une aubaine pour les pirates informatiques? Je vais être très honnête, c'est une fabuleuse source d'information. Mais l'open source et justement des produits comme GitHub, hein, c'est pas une aubaine pour les pirates. On pourrait dire exactement pareil pour le bouquin, d'ailleurs, hein. C'est une très bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Oui et non. Dans la mentalité du hacker et dans les valeurs fondamentales du hacking, il y a le partage de l'information. Parce que c'est aussi le fait de ne pas être renseigné qui a conduit à l'état assez pauvre de sécurité informatique en France aujourd'hui. On a une dette technique d'une vingtaine, quarantaine d'années pour certains groupes, avec beaucoup de mal à s'adapter, et c'est en partie dû à ce manque d'information. Après, oui, c'est une mine d'information, qu'elle soit offensive ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a une législation sur l'utilisation des codes malveillants. Donc, il y a le code pénal, article 323.3, alinéa 1, si je dis pas de bêtises, qui dit que effectivement la possession d'un logiciel d'intrusion ou sa diffusion est suffisamment préoccupante pour qu'elle soit éligible d'une peine de prison et d'une amende qui va avec. Je crois que c'est 100 000 euros ou 70 000 euros, un truc comme ça. Donc l'activité malveillante, elle est parfaitement légiférée. Et si nous, on encourage à faire des tests dans des VM sur des tests, sur un environnement qui vous appartient, effectivement, une utilisation de ces outils-là en dehors, elle est parfaitement illégale, et il y a un chapitre complet sur le juridique dans le livre, hein, donc c'est pas du tout des blagues. Est-ce que pour eux c'est une mine d'information? Oui. Est-ce que c'est différent d'avant? Non. C'est-à-dire que il y avait déjà des communautés, je pense à Alt 2600, je pense à pas mal de blogs un peu underground. Il y a toujours eu une diffusion de code malveillant. Les seuls qui étaient à la bourre, c'était les white hats, il n'y a pas si longtemps que ça. Et on n'est encore pas très bon en communication entre nous, entre les entreprises, entre les chercheurs. Ça s'améliore, mais c'est pas fou. Donc, est-ce que ça donne des outils à des gens malveillants? Oui, probablement. Est-ce que ça donne des outils à des gens qui essayent de se défendre? Encore plus. Du coup, voilà, c'est à vous de choisir ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je suis convaincu que le partage d'informations, il est nécessaire et important.
Je vais répondre justement, c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai jonglé avec une question de Polo qui nous dit comment selon vous être au courant et savoir trier les informations de la cybersécurité qui inondent la toile. Alors je vais vous répondre, c'est intéressant, Rémi parlait de 2006, mais on peut parler aussi du CCC français ou allemand, on peut parler de Matchat aussi, et je vous parle d'un truc d'il y a 30 ans en France, etc. etc. Et aujourd'hui, effectivement, on est inondé d'informations. Alors il y a les informations marketing qui sont des communiqués de presse qui sont repris dans la presse. Après, il y a les communications étatiques. On prend l'exemple des Américains qui passent par des sociétés de cybersécurité locale pour montrer du doigt tel ou tel pays pour dire voilà, il y a une APT, il y a une attaque, il y a machin truc chose. Et après, je vais être très honnête avec vous, si vous n'avez pas les moyens d'engager un personnel, un humain, dont ça sera le métier de savoir trier, chercher, une revue de presse. Je croise énormément de pirates informatiques qui font des revues de presse. Moi, je suis toujours épaté, parce que, et pourtant, j'en vois depuis des siècles, ils font des revues de presse. J'en ai connu, moi, à Abidjan, qui faisait des revues de presse sur Mamie Michou, où ils avaient toute sa vie pour pouvoir la faire payer, lui faire cracher tous les dollars ou les euros possibles pour un scam à l'amour, la fraude au président, la fraude au faux virement, mais aussi une attaque par ransomware. Il y a une recherche derrière aussi de la cible, et c'est de plus en plus pointu. Donc, soit vous faites appel à des gens dont c'est le métier et vous les intégrez dans votre entreprise parce que du coup, ils connaîtront le cœur de métier, ils connaîtront les process, ils connaîtront les équipes, ils comprendront comment trier l'information ou après, vous faites appel à des professionnels. Alors, il y a pléthore sur Internet. Vous avez des blogs, je ne citerai pas le mien, mais il y en a plein d'autres. Je pense à Monsieur Marchive dans son magazine, par exemple, qui parle de pas mal de sécu. Il y a plein de choses. Voilà. Il y en a plein, mais il faut les trier. C'est très compliqué. Regardez mes cernes. Voilà, et je vais être très honnête avec vous, ce métier de veille, ce métier de recherche, de trier de l'information, si ce n'est pas fait par des passionnés, eh bien à 17h, il est à sa maison. Notre boulot de tri d'information, de cyberintelligence, c'est limite du 24/24, du 7/7 jours, j'entends. Voilà, c'est indispensable. Je ne sais pas si pour vous, messieurs, vous aviez une... Ouais, j'avais un complément, Damien, merci. Il y a des listes qui existent de blogs et de sacklists que vous pouvez trouver. Si vous allez sur les sites, par exemple, de l'ANSSI ou du NIST, etc., ils mettent aussi des sources intéressantes à utiliser. Moi-même, j'ai publié un tool qui est open source que vous pourrez retrouver dans les différentes informations du CERT Michelin, qui permettent de faire de la veille sur beaucoup de sites et d'écrémer en fonction des mots-clés qui sont utilisés. Il y a des outils en web qui permettent de le faire, des agrégateurs de flux, etc. Donc aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour le faire efficacement. Il faut juste se lancer. Très bien. Alors là, eh bien, écoutez, je regarde ma montre. Nous avons déjà notre petite heure. Voilà. Merci d'abord aux éditions Eni de nous avoir invités pour qu'on parle ensemble. Voilà, Julie qui apparaît tout sourire. Il y a énormément de questions. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer un mail directement. Alors, je vous donnerai pas l'adresse mail directe de Julie parce que sinon elle va devenir folle. Moi, j'ai récupéré plein de questions. Je vous cache pas que je vais peut-être très certainement, je vais me permettre de faire un tout petit peu d'auto-promo, d'en parler sur Twitch, dans mon émission Twitch, dans lequel je vais vous en faire gagner 5. Je dis ça, c'est aux personnes. J'ai vu des étudiants qui disaient est-ce qu'il existe des versions gratuites, etc. Je remercie les éditions Eni. Julie. Voilà, on va en offrir. Je vais en offrir sur le Twitch. Et du coup, toutes les questions que j'ai là devant les yeux, c'est promis, je vais en parler moi de mon côté. Après, vous pouvez envoyer des informations, bien sûr à Robert, à Rémi, ou alors bien sûr à Julie, si elle a le temps potentiellement de pouvoir les traiter. Mais je vous cache pas que j'en ai vu énormément. Donc voilà, il y aura déjà possibilité de vous répondre sans aucun problème. Julie, je te laisse la main. C'est toi la maîtresse de cérémonie. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et désolé pour le son. Merci à tous les trois et merci à tous les participants. On était un peu plus de 600, donc franchement, merci beaucoup. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, Damien, j'ai vu quelques questions passer sur les formations. Donc oui, il existe la formation à laquelle a participé la CADIS, je crois, CADICI, je sais plus le nom. Comment? CDSI, CDAISI, pardon. Collaborateur pour la défense et l'intrusion des systèmes informatisés. Vous avez vu, j'ai bien travaillé. Ah, il a bien travaillé, hein. Donc, il y a cette formation.
que je ne connais pas du tout. Mais on m'a posé aussi la question, est-ce qu'il y a une formation chez ENI? Et oui, on a également, donc ENI, il y a la maison d'édition, mais il y a également une école, enfin plusieurs écoles qui proposent également un bac +5 en sécurité informatique. Vous pouvez aller voir sur le site de ENI École Informatique, accessible en distanciel et en présentiel. En mars, nos centres de formation ENI Service, donc là qui s'adresse plus à des personnes déjà en entreprise, proposent des formations également sur le sujet avec 2 auteurs du livre d'aujourd'hui. Donc qui sont. Alors, je vais spoiler un petit peu. Au mois de juin, je pourrais donner quelques cours au social engineering, black market, environnement. Voilà, j'ai spoilé un tout petit peu, mais pas trop. Hein. Voilà, je voulais pas trop en dire, je savais pas l'avancement du projet. Voilà, donc il y a vraiment des formations à retrouver. Et ce webinaire, bien sûr, sera accessible en replay. Je pense qu'on pourra aussi vous faire gagner un exemplaire de livre en tirage au sort parmi tous les participants. Ça pourrait être chouette. Donc, on reviendra vers le gagnant juste après. De toute façon, vous recevrez le lien du replay par mail. Et puis, n'hésitez pas à nous recontacter via l'adresse à laquelle vous êtes inscrit pour plus de questions ou aller embêter les auteurs sur LinkedIn. Au sujet de gagner des livres, avec le blog IT Michelin.io, on en fait gagner 2 aussi. Vous pouvez participer sur mon LinkedIn ou sur mon Twitter. On fait le tirage au sort ce soir. Donc, vous avez encore un peu de temps si vous voulez en choper une copie. Ok, super Rémi, merci pour l'info. Et je voulais juste passer une petite mention spéciale à la classe de BTS du lycée Léonard de Vinci à Melun, qui nous a suivis normalement en direct. Voilà. Bah, merci à eux. Bienvenue dans ce monde merveilleux. Merci, super. Continue. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée.